Salut à tous. Nous sommes dans le chapitre de probabilité, les lois continues. Et dans cette vidéo, je vais expliquer le paragraphe 4 qui concerne la loi normale sans trait réduite. Elle est notée N majuscule et entre parenthèses 0,1. Donc, premier petit paragraphe, définition. On dit que la variable aléatoire continue x suit la loi normale sans trait réduite lorsque la densité de probabilité f est la fonction définie sur R par f de t est égal à 1 sur racine de 2pi e de moins t carré sur 2. Donc je vous ai remis l'expression à droite. Par ailleurs, il y a quelques coquilles sur le polycopier que j'ai mis en ligne. Je vous laisserai corriger les petites maladresses, les petites erreurs. Mais pour répéter cette définition, en gros, une variable x suit la loi normale sans trait réduite si la fonction de densité est définie sur R et elle met comme expression l'expression que vous voyez au tableau. Ou à l'écran plutôt. Alors, elle n'est pas simple à retenir, bon, c'est celle-là. Dans ce cas, pour calculer les probabilités, on a la formule suivante. Dans ce cas, la probabilité que x entre a et b se calculera avec intégrale entre a et b de f de t dt. Cette formule-là, elle n'est pas nouvelle, c'est la formule qui est valable pour toutes les lois continues. Donc ici, je l'ai remise. Alors avant de poursuivre, autant le dire tout de suite, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Si je veux calculer des probabilités quand x suit la loi normale sans trait réduite, il va falloir que je calcule normalement l'intégrale entre a et b de f de t dt, où f de t est l'expression que vous voyez. Et donc la mauvaise nouvelle, c'est que pour calculer l'intégrale entre a et b, il me faut une primitive de cette fonction-là. Alors ça existe, puisque la fonction f est continue sur l'intervalle AB, c'est une composée de fonctions continues, donc la fonction f est bien continue sur l'intervalle AB. Elle admet donc des primitives. C'est un petit théorème du chapitre sur les intégrales. Je vous rappelle, toute fonction continue admet des primitives. Ici, c'est le cas. Donc, elle admet bien des primitives, cette fonction-là. Mais on n'est pas capable, à notre niveau, de trouver justement ces primitives. On n'est pas capable de déterminer les expressions correspondant aux primitives. Donc, on ne sait pas faire pour l'instant. Et donc, par suite, on ne sait pas calculer ce genre d'intégrale. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ne pouvant calculer les valeurs exactes ici, puisqu'on n'est pas capable de trouver la primitive de ça, on se contentera de prendre la calculatrice pour calculer les probabilités qu'on nous demandera. On aura des valeurs approchées, mais des valeurs suffisamment proches pour pouvoir les exploiter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On ne va pas s'embêter dans ce paragraphe, on prendra la calculatrice. Ceci étant, on peut quand même trouver des propriétés, des formules, on peut quand même étudier cette fonction. Alors la fonction de densité, elle a une particularité. C'est qu'elle est paire. Et je vais tout de suite le mettre en dessous. Et je vous ai tracé juste au-dessus la représentation graphique de cette fonction. Donc, propriété dans le paragraphe petit 2, la fonction f, c'est une fonction paire. Facile à démontrer, je vous laisserai faire. Je vous rappelle qu'une fonction paire, par définition, c'est une fonction telle que f de moins t est égal à f de t pour tout t appartenant ici à R. Je vous laisse démontrer. Calculer f de moins t, et on se rend compte qu'en fait, f de moins t est égal à f de t. Tout simplement parce que ici, j'ai t carré. Donc si je remplace t par moins t, comme j'ai un carré, ça ne changera pas du tout le signe. Donc ça ne changera pas ce qu'il y a d'entouré en violet. Donc comme f de moins t est égal à f de t, facile à montrer, j'en déduis donc que la fonction est paire. Et par conséquent, que la représentation graphique de la fonction de densité est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vous la voyez à l'écran, cette représentation graphique. Cette courbe-là, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et ça va nous permettre d'en déduire toute une série de propriétés, on va voir ça plus tard. Mais avant ça, il faut savoir que cette courbe-là, elle a un nom. On appelle ça une courbe de Gauss.
Et je dis bien une courbe parce qu'il y a d'autres courbes de Gauss. Voilà. Donc la représentation graphique de la fonction de densité associée à la loi normale centrée réduite s'appelle une courbe de Gauss. Il y a un autre nom aussi, on appelle ça également une courbe en cloche. Ça fait un peu drôle de dire ça, mais c'est vraiment son nom, hein, on peut le dire. Une courbe en cloche. Bah, ça ressemble à une cloche, ça fait un sommet, une bosse, quoi, comme vous voulez. Une courbe en cloche. Voilà. Alors, petit 3, propriété associée, eh ben, il y a des formules à savoir et qui vont nous permettre quand même de déterminer certaines probabilités. Donc la première formule, c'est P de x inférieur à 0. Alors ces formules-là, il ne faut pas les retenir par cœur comme une récitation. Il faut savoir utiliser la représentation graphique de la fonction de densité et le fait qu'elle est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, c'est important. Alors le P de x inférieur à 0, ici, ben, ça correspond à l'aire de la surface que je vais vous hachurer, vous colorier en bleu. Ça correspond à l'aire de cette surface. Ben oui, P de x inférieur à 0, ce serait, si je pouvais me l'exprimer ainsi, intégrale entre moins l'infini et 0 de f de t dt. Bon, moins l'infini n'étant pas un nombre réel, je ne vais pas m'étendre, mais graphiquement, en tout cas, P de x inférieur à 0 correspond à l'aire de la surface que je viens de vous hachurer. Et bien, il y a une autre surface de même aire. Par symétrie, il y a cette surface-là. Et bien, les deux surfaces, la surface bleue et la surface verte, ont la même aire. Donc, première égalité, P de x inférieur à 0 est égal à P de x supérieur à 0. Mais ce n'est pas tout. L'aire totale, c'est-à-dire l'aire de la surface qu'il y a entre l'axe des abscisses, la courbe, et puis les bornes moins l'infini plus l'infini, si je pouvais m'exprimer ainsi. En tout cas, l'aire de la surface totale, elle vaut 1, puisque j'ai une fonction de densité. Ce qui veut dire que l'aire de la surface bleue ici vaut 1,5, et l'aire de la surface verte vaut aussi 1,5. Voilà. Ben oui, l'aire de la surface bleue plus l'aire de la surface verte, le tout réuni, ça vaut 1, puisque j'ai une fonction de densité. Et comme les deux surfaces sont de même aire, j'ai 1,5, 1,5. Donc il y a quand même une probabilité qui est exacte. Deuxième ligne, deuxième formule, P de x inférieur à moins u. Alors pour ça, je vais faire un croquis pour l'expliquer. Je vais prendre un réel u, que je vais placer sur l'axe des abscisses, je vais mettre à peu près ici, voilà un réel u. Je vais prendre son symétrique, c'est-à-dire moins u, il va être à peu près ici. Voilà. Le P de x inférieur à moins u, je vais le souligner en jaune, le P de x inférieur à moins u, ça correspond à l'aire de cette surface-là. Voilà, l'aire de la surface qui se trouve à gauche. Ça, c'est P de x inférieur à moins u. Et bien, il y a une autre surface de même aire, par symétrie, celle qui se trouve à droite. Voilà, celle-là. Les deux surfaces jaunes par symétrie en même aire. Tout ça pour dire que P de x inférieur à moins u est égal à P de x supérieur à u. Voilà la deuxième formule. Ça marche pour n'importe quel réel u d'ailleurs. Troisième formule, le P de x entre moins u et u. Eh bien, je vais souligner en vert, ou je en vert, la surface qui correspond à cette probabilité-là. Eh bien, c'est tout simplement la surface qui se trouve entre les deux, au milieu, c'est cette surface-là. Voilà, je la hachure. Voilà, bon, je ne vais pas tout faire, hein. Vous voyez de quoi je veux parler. Voilà. Et bien cette surface-là, l'aire de cette surface, ben, c'est tout simplement 1. Le tout, hein, la totalité, qui vaut 1, puisque j'ai une fonction de densité, moins ben, les aires des deux surfaces jaunes. C'est-à-dire moins 2 fois la probabilité que x soit supérieur à u. Hop, x supérieur à u, je vais l'écrire correctement. Voilà.
parce que ça, je souligne, c'est la surface d'air, c'est la surface jaune. Voilà. Mais j'aurais pu mettre aussi, je vais le mettre en dessous, j'aurais pu mettre aussi que c'est 1 moins 2 P de x inférieur à moins U, si je reprends la propriété qui est juste au-dessus. Voilà. Alors, j'ai pas fini d'écrire. Par des considérations géométriques, on peut aussi montrer que la probabilité que x entre moins u et u est égale à 2 fois p de x inférieur à u, cette fois-ci, moins 1, écrit comme ceci. Alors, comment démontrer ce passage? Là, je vous laisserai faire, c'est pas compliqué. Le p de x supérieur à u que je vais souligner en gris, vous le remplacez par l'événement contraire, donc par 1 moins p de x inférieur à u. Voilà, vous remplacez ça dans les calculs, il y aura un développement à faire et vous retrouvez ce que j'ai mis en rouge à droite. Voilà. Une remarque concernant toutes ces propriétés. Vous avez remarqué peut-être, pendant que je parlais, que je ne me suis pas soucié du strictement plus petit ou égal, ou strictement plus grand ou plus grand ou égal. C'est vrai que je ne me suis pas soucié de ça. Tout simplement parce que ici, la variable x suit la loi normale centrale réduite, et comme c'est une loi continue, vous savez que quand je marque p de x strictement inférieur ou p de x inférieur ou égal, pour une loi continue, ça ne change pas les probabilités. Donc ici, je ne m'en suis pas soucié. Ce qui serait évidemment pas du tout pareil si j'avais une loi binomiale, qui n'a rien à voir ici. Voilà. Donc tout ça pour dire que si vous mettez du inférieur ou égal, ici, ça ne change pas. Paragraphe suivant, quatrième paragraphe, utilisation de la calculatrice. Je vous ai dit il y a quelques minutes, comme on va avoir du mal à trouver les valeurs exactes de toutes ces probas, à cause d'un calcul d'intégrale difficile, on va prendre la calculatrice. Alors la manip, elle est simple, mais elle est quand même importante à savoir faire. Je vous ai mis en pièces jointes, je vous ai mis dans le drive en tout cas, un polycopier, un PDF, sur l'utilisation de la calculatrice. Il y a Casio et il y a TI dans le même polycopier, et ça vous montre comment calculer des probas avec la loi normale centrale réduite en utilisant la calculatrice. Alors je vous montre pour la TI, donc il y a un premier exemple. La probabilité que x soit entre 0,12 et 0,35, j'ai oublié 0,35, je vous le mets, pardon, p de x entre 0,12 et 0,35. Alors voilà la manip, donc vous prenez votre calculatrice, je vais quitter tout, je vous montre vraiment tout, voilà, vous avez la calculatrice, la TI ici. Vous cliquez, vous appuyez sur seconde var, la touche var est en dessous des flèches. Donc vous appuyez sur seconde var pour aller dans Distrib. Et vous voyez ce menu. Il faut savoir que distribution en mathématiques, ça veut dire loi de probabilité. C'est synonyme. Quelquefois on dit loi de probabilité, quelquefois on dit distribution. C'est un mot qu'on retrouve en proba, qu'on retrouve aussi en statistique d'ailleurs. Donc en tout cas, si vous appuyez sur seconde var pour aller dans Distrib, vous retrouvez les principales lois de probabilité qui sont utilisées au lycée, mais aussi dans le supérieur. D'ailleurs, si je descends, on retrouve les deux endroits où il y a la loi binomiale. Le A, je vous rappelle, c'est pour calculer du P de x égal, et le B, c'est pour calculer du P de x inférieur ou égal. Ça, c'est pour la loi binomiale. Alors, ça ne m'intéresse pas ici. Je vais remonter. Vous allez, voilà, c'est dès le début, vous voyez, il y a normal FDP, il y a normal FREP, et il y a même inverse normal. Voilà, ce sont ces trois lignes-là qui vont nous intéresser dans ce chapitre. La première ligne, on ne va pas beaucoup l'utiliser parce que la première ligne, c'est pour calculer l'image d'un nombre par la fonction de densité. Nous, on ne cherche pas des images par la fonction de densité, on cherche des probabilités. Donc, c'est la deuxième ligne ici, c'est ce qui est nommé normal FREP. Ça, c'est important. Donc, vous appuyez sur 2 ou normal FREP et vous avez un menu qui est assez facile à comprendre. Je veux calculer P de x entre 0,12 et 0,35. La borne minimum, ça va être 0,12. Voilà, la borne supérieure, 0,35. 0,35. Ah, alors oui, j'ai un mauvais réflexe. 0,35. J'ai un mauvais réflexe parce que vous savez, notamment aux États-Unis, qu'on ne met pas toujours le 0.
Si vous mettez 0.35 sur la calculatrice comprend que c'est 0,35. Je referme ma parenthèse. En dessous, vous vous assurez bien que mu est égal à 0 et que sigma est égal à 1. Donc par défaut, ça l'est, mais vérifiez quand même bien ça. Chez Casio, quelquefois c'est inversé. Donc vérifiez bien que mu c'est 0 et sigma c'est 1. Je vous le dis tout de suite, mais j'y reviendrai plus tard. Mu, c'est le symbole qui correspond à l'espérance. Voilà, mu c'est l'espérance. Il faut le savoir, on verra ça plus tard. Et pour la loi normale centrée réduite, autant le dire tout de suite, son espérance est nulle. Et sigma, c'est l'écart-type, c'est le symbole de l'écart-type, et bien l'écart-type vaut 1. Donc pour l'instant, vous vous assurez vraiment que les paramètres, c'est bien 0 et 1. Vous collez ça. Voilà, encore une fois, entrée, et vous avez le résultat. Ça fait donc 0,132. Voilà, je peux le mettre, j'ai 0,132 ici. Hop, voilà. La deuxième probabilité, calculer P de X plus grand que 0,27. Et là, je reprends la calculatrice. Allez, pour calculer P de X plus grand que 0,27, toujours seconde var pour aller dans le distrib. Le deuxième, ici, normal FREP. La borne minimum, ça va être 0,27. Donc 0,27. Ah, par contre, la borne supérieure, j'aurais envie de dire plus l'infini, puisqu'en fait, la fonction de densité, elle est définie sur R tout entier. Donc ce serait plus l'infini. Mais on ne peut pas évidemment mettre plus l'infini dans la calculatrice. Plus l'infini n'est pas un nombre réel. Alors, on va un peu contourner le problème, on va un peu tricher. On va mettre un nombre extrêmement grand. Voilà, ce ne sera pas plus l'infini, mais on va mettre un nombre énorme pour avoir une valeur assez proche. Et comme nombre énorme que je peux mettre ici, je vais tout simplement mettre 1 fois 10 puissance 99. Donc, je clique sur 1. Et le x 10 puissance se retrouve sur, c'est la touche virgule ici, c'est EE. Voilà, vous marquez, vous appuyez sur seconde, la virgule pour faire apparaître le E, ça veut dire x 10 puissance. Et vous mettez 99. Voilà, j'ai marqué 1 x 10 puissance 99. Vous vérifiez toujours 0,1 ici, collé. Et vous avez la proba, donc ça fait à peu près 0,39 ici. Allez, je peux mettre 0,39. Troisième proba, troisième exemple pour voir tous les cas de figure. Le P de X inférieur à 0,46. Et bien allez, je reprends la calculatrice. Seconde var pour distrib, le deuxième. La borne minimum, alors ça devrait être moins l'infini. Là encore, on va un petit peu tricher. On va mettre un nombre très grand, mais avec un signe moins devant. Donc je vais mettre moins 1 fois 10 puissance 99, c'est-à-dire seconde virgule pour faire le exposant, et 99. Voilà pour la borne inférieure. La borne supérieure, c'était 0,46, d'après mon exemple. Je reprends mon exemple. Voilà, 0,46. Allez, coller. Et ça me donne 0,67, 68, quoi. 0,68. Voilà, 0,68. Ok. Sans aucun calcul, j'aurais pu dire avec certitude que cette probabilité-là était plus grande que 0,5. Bon, ça ne va pas m'apporter grand-chose, mais je peux d'un seul regard dire que cette probabilité-là était plus grande que 0,5. Pourquoi ? Parce que je veux P de X plus petit que 0,46. Si j'efface mes surfaces ici, voilà, pour reprendre la fonction de densité, sa courbe, le 0,46, il est là. À peu près, il est là, 0,46. Ça veut dire que graphiquement, je veux l'aire de la surface que je vais vous refaire en vert, je veux l'aire de cette surface. Voilà. J'ai dépassé l'axe des ordonnées. J'ai donc dépassé 0,5 en quelque sorte. J'ai donc une surface verte ici qui est plus grande, qui a une aire en tout cas plus grande que 0,5. Voilà. Alors, enfin, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment on faisait il y a quelques décennies quand il n'y avait pas les calculatrices. Donc, je l'expliquerai à la fin de la vidéo. C'est utile quand même de le savoir
Quand il n'y avait pas la calculatrice, il y avait des tables, des tableaux de valeurs. Je vous dirai, et on fera quelques exemples en fin de vidéo. Il y avait les tableaux de valeurs et on devait utiliser les tableaux de valeurs pour trouver les valeurs approchées des probabilités étudiées. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Avant ça, paragraphe 5, un théorème. Alors, je vous le dicte. Théorème, soit x une variable aléatoire suivant la loi normale centrale réduite. Pour tout réel alpha appartenant à 0, 1, intervalle ouvert, il existe un unique nombre réel qui sera noté U indice alpha positif, tel que la probabilité que x soit entre moins U d'alpha et U d'alpha est égale à 1 moins alpha. Alors ce théorème, il paraît un peu abstrait, il mérite quelques explications quand même. Alors vous l'avez à l'écran, je vais remonter et reprendre le graphique pour expliquer ça. Je vais effacer ça. Et le théorème, il dit la chose suivante. Voilà, j'efface tout. Si vous avez un réel alpha dans l'intervalle 0, 1, alors il est facile de montrer que 1 moins alpha sera aussi dans l'intervalle 0, 1 d'ailleurs. Ça, je vous laisserai montrer. Si alpha est entre 0 et 1, alors en multipliant par moins 1, ça fait moins alpha entre moins 1 et 0. Et je rajoute 1, ça fait 1 moins alpha entre 0 et 1. Et bien, le théorème dit la chose suivante. Il existera une surface, à la limite, ou un intervalle centré autour de 0, tel que la surface définie par cet intervalle O est comme R, 1 moins alpha. Alors, je vais dessiner ça. Le théorème dit qu'il existera un U de alpha ici, tel que l'aire de la surface que je vais vous assurer. Donc, une surface centrée autour de l'axe des ordonnées. C'est-à-dire cette surface que je refais en vert, l'aire de cette surface-là. Le théorème dit qu'il y a un U d'alpha, tel que l'aire de cette surface vale 1 moins alpha. Je vais mettre 1 moins alpha ici. Voilà, R égale à 1 moins alpha. Voilà, je répète une fois de plus. Le théorème dit que pour n'importe quel nombre alpha dans l'intervalle 0, 1, donc avec 1 moins alpha appartiendra aussi à 0, 1, et bien il existe un réel positif U de alpha, tel que la probabilité que x soit entre moins U de alpha et U de alpha, en d'autres termes, tel que l'aire de la surface que je viens de construire, délimitée par l'axe abscisse, la courbe, et les bornes moins U d'alpha et alpha, tel que l'aire de cette surface soit égale exactement à 1 moins alpha. Démonstration du théorème. La démonstration est dans votre page, dans votre livre à la page 372. Je vous donne la piste ici, très rapidement, pour démontrer ce théorème. Il est intéressant notamment pour ceux qui font des écoles ou des prépas. Pour démontrer ce théorème, vous définissez la fonction suivante, je vous la souligne en rouge. Donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, vous définissez cette fonction, la fonction g. Très rapidement, vous démontrez que g de x vaut aussi ça. Tout simplement parce que la fonction f, c'est la fonction de densité, elle est paire, on l'a vu. Donc ce passage-là, c'est une propriété du chapitre précédent concernant les intégrales. Donc on montre rapidement que g de x ici vaut ça. Vous étudiez cette fonction. Vous la dérivez, elle est dérivable. Il y a même une propriété dans le chapitre précédent qui donne une dérivée. J'en dis pas plus. Donc vous dérivez, vous étudiez le signe de la dérivée et vous en déduisez que la fonction g en fait c'est une fonction qui est croissante. Donc vous en déduirez que la dérivée est strictement positive. Qu'elle est croissante, quand je dis strictement positive, non elle peut être nulle, donc positive ou nulle, croissante. Voilà. Vous calculez g de 0, ça c'est facile, c'est intégrale entre 0 et 0 de f de t dt, donc ça fait 0. Vous étudiez la limite de la fonction g en plus l'infini, je vous la donne, c'est 1. Je vous la donne et je vous rappelle que la fonction f ici est une fonction de densité, j'en dis pas plus. Donc une fois que vous avez dressé le tableau de variation complet, je viens de vous donner les résultats, vous pouvez en déduire que si j'ai un réel alpha dans l'intervalle 0, 1, alors 1 moins alpha sera aussi dans l'intervalle 0, 1, je l'ai déjà dit.
mais que grâce au théorème des valeurs intermédiaires, eh ben, l'équation g de x égale 1 moins alpha aura une unique solution, u de alpha. Donc, il y a le théorème des valeurs intermédiaires qui sera à utiliser dans cette démonstration-là et qui permettra de dire que pour tout réel alpha, eh ben, il existera un unique u d'alpha tel que g de u d'alpha soit égal à 1 moins alpha. Et en fait, g de x, pour tout dire, g de x, ça correspond à la probabilité que petit x soit entre, que grand x, pardon, soit entre moins petit x et plus petit x. Je l'écris autrement, c'est un peu confus. Ce que je veux dire, c'est que g de x ici, vu comment c'est défini, c'est la probabilité que la variable aléatoire x soit entre moins petit x et petit x. Voilà, je vous laisserai réfléchir à cette démo. Elle existe, elle y est dans la page 372. Des valeurs à savoir, première valeur, u de 0,05 est égal à 1,96. Et la deuxième valeur, je vous la donne tout de suite, u de 0,01 est égal à 2,58. Voilà, les deux valeurs à connaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et pourquoi il faut le savoir? Donc, u de 0,05, je vais mettre la virgule quand même mieux que ça. Voilà, 0,05. Alors, ces valeurs, si je reprends mon graphique, veut dire que si je veux une surface d'air égale à 0,95, c'est-à-dire 95%, ça correspond à un alpha ici de 0,05, et il faut que je me place à 1,96. Le u ici de 0,05 sera égal à 1,96. Voilà. Ça veut dire que si je veux une surface centrée, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées d'air 0,95, 95%, il faut que au niveau de l'axe des abscisses, je me place ici à 1,96. Pareil, la deuxième valeur, celle qui vaut 2,58, je la mets ici. Si je veux une surface qui correspond à 99%, il faut que je me place au niveau de l'axe des abscisses à 2,58. Je vous montre la même figure mais avec le logiciel GeoGebra. Donc voilà, on a la courbe de Gauss ici qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. En bleu, j'ai une surface qui est centrée, qui est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, 1 moins alpha. Là, pour l'instant, en l'état, la surface vaut 0,87. Et donc, mon U au niveau de l'axe des abscisses se trouve à peu près à 1,55. Et je vais bouger mon curseur pour augmenter ma surface. Voilà, on voit que les parties violettes ici s'écartent. La surface bleue augmente. Et donc, pour avoir une surface représentant 95%, voilà, 0,95, il faut que je me passe à 1,96. Voilà, c'est ça. Si je veux que la surface ici bleue représente 99% de l'air total en fait, donc 0,99, il va falloir que je m'écarte un peu plus, on voit bien que ça s'écarte. Il va falloir que je m'écarte jusqu'à 2,58. Alors on va les avoir bientôt. Voilà, j'y suis. Voilà, 2,58. Voilà. Alors on verra ça ultérieurement, mais en statistique, par exemple, quand je veux m'intéresser à 99% d'une population, si la série statistique suit la loi normale centrée réduite, ce qui est rarement le cas, on verra dans un autre contexte, en tout cas, il faudrait que je me place à 2,58. Voilà, ce théorème, j'ai presque fini. Je redescends. Hop, pardon, voilà, j'en étais ici. Ce théorème qui n'a pas de nom particulier. Les deux valeurs à connaître.
Et paragraphe 6, l'espérance, je vous l'ai dit en début de vidéo rapidement, l'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, elle vaut tout simplement 0, cette espérance. C'est en fait l'axe ordonné. Et la variance V de x vaut 1. Je vais même rajouter autre chose ici, puisque je ne l'ai pas mis dans le titre, l'écart type de la variable x ici, c'est la racine carrée de la variance, ça vaut 1 aussi. Et donc, pour plus tard, peut-être pas maintenant, mais pour plus tard, c'est intéressant de savoir que, en probabilité, comme en statistique d'ailleurs, quand x suit une loi, on appelle mu l'espérance de x et sigma l'écart type. Donc, si x suit la loi normale centrée réduite, c'est facile, l'espérance c'est 0, et la variance, ou l'écart type ici, c'est le même nombre, c'est 1. Voilà, dans la deuxième vidéo, j'expliquerai le paragraphe 7 qui nous donne un théorème qui a un nom et qui est important, mais ça je le ferai dans une deuxième vidéo parce qu'il a ses conséquences, ce théorème. Donc pour finir cette vidéo, je vais quand même remonter un peu et vous montrer comment en trouver des probabilités quand x suivait la loi normale centrée réduite, mais sans calculatrice, avec la table de valeurs. Alors, je vais reprendre le livre à la page. Donc, je vais reprendre rapidement votre livre ici. Et à la page, je vais la trouver. Vous avez une table de valeurs. Voilà, je remonte. Excusez-moi pour le temps. Voilà, allez, je descends. C'est presque à la fin. Voilà, je suis presque. Voilà, je l'ai là. Allez, c'est la page... C'est la page 399. Voilà, page 399 du livre. Voilà, page 399. On vous montre ce qu'on faisait il y a quelques décennies. On n'avait pas de calculatrice. On utilisait donc une table de valeurs. Alors, voilà comment ça se présente. Ici, ce n'est qu'un extrait, évidemment. Il y avait plein de tables différentes. C'est qu'un extrait. Alors, je vais vous la montrer autrement. Ici, voilà. Ici, voilà. Alors, j'ai déjà fait plein de choses, donc je vais tout effacer. Hop, hop. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Alors, voilà comment ça se manipule. Cette table de valeurs ne permet de calculer que des probabilités du type P de x inférieur à un nombre. Alors ici, dans le livre, ils ont appelé la variable aléatoire grand T. Donc, je vais garder la notation du livre. Donc, cette table, je me répète, ne permet de calculer que des probabilités du type P de grand T inférieur à un petit t qu'on aura saisi. Alors, j'ai fait 4 exemples ici. Si, premier exemple, je veux trouver P de grand T inférieur à 0,68. Vous ciblez les 0,68 un peu comme la bataille navale. 0,68 c'est 0,6 plus 0,08. Donc c'est facile, vous allez dans la ligne qui correspond à 0,6 et la colonne qui correspond à 0,08. Quand j'ajoute 0,6 plus 0,08, ça fait bien 0,68. Et je disais, comme la bataille navale, vous prenez l'intersection de la ligne et de la colonne, ici, et vous avez la probabilité, en tout cas la valeur approchée. Ça fait donc, d'après le tableau de valeurs, 0,517. Évidemment, la calculatrice, si on veut vérifier, ça vous le faites. Vous faites la manip que je vous ai donnée. Comme borne inférieure, vous mettez moins 1 fois 10 puissance 99 et vous retombez sur ce nombre-là. On arrondit, évidemment. Deuxième exemple, P de x est inférieur à 0,25, ce que j'ai laissé en jaune ici. P de x est inférieur à 0,25. Même chose. Allez, j'efface ça. Donc 0,25, c'est 0,20 plus 0,05. Donc 0,2 en fait. 0,2 plus 0,05. Voilà, ça fait bien 0,2 plus 0,05, 0,25. Allez, on croise. Et la probabilité, on l'a ici, ça fait 0,5987.
Voilà, 0,5987. Alors, on peut quand même trouver d'autres probabilités. Je prends la troisième probabilité. J'ai P de X plus grand que 0,12. Alors là, le tableau de valeurs ne va pas pouvoir me donner le résultat directement. Il va falloir que j'utilise à la fois le tableau, mais aussi les propriétés, les formules du cours. Alors là, c'est pas bien compliqué. Je vais passer par l'événement contraire. Ça fait 1 moins P de T inférieur à 0,12. Voilà, ici c'est facile. Je passe par l'événement contraire. Inférieur strictement ou inférieur ou égal, ça ne change pas puisque T ici suit la loi normale centrale réduite, c'est une loi continue. Et donc ça va faire 1 moins, et le P de T inférieur à 0,12, ben, je vais pouvoir le trouver. Allez, j'efface tout. 0,12, c'est donc 0,10, 0,1 en fait, plus 0,02. Voilà, quand j'additionne ça, ça fait bien 0,12. Allez, je croise et j'ai 0,5478. Donc 0,5478 égale, je vous laisse faire les calculs, vous avez le résultat. Voilà. Alors, si je demande encore d'autres probas, si je vous demande la probabilité que t soit entre 0,36 et 0, je l'ai effacé, on va mettre 0,49 par exemple. Voilà. Si je vous demande, dernier exemple, de calculer cette probabilité-là. Pareil, là, le tableau de valeurs ne va pas pouvoir me le donner directement. Je vais combiner le tableau avec les formules. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Je vous propose la suivante. On peut faire P de t inférieur à 0,49 moins P de t inférieur à 0,36. Voilà. Pourquoi je peux faire ça? Je vais faire un croquis pour expliquer. Donc je vais refaire la courbe de Gauss. Allez, je refais mon repère orthonormé, mon repère avec des axes perpendiculaires. La courbe de Gauss, elle est symétrique, voilà, par rapport à l'axe des ordonnées. Graphiquement, P de X entre 0,36 et 0,49, ben, ça va être l'aire de la surface que je vais vous assurer ou colorier en bleu. Voilà, je mets 0,36, je ne respecte pas évidemment l'échelle, je mets 0,36 ici, 0,49 ici. Et donc la probabilité que T soit entre 0,36 et 0,49, c'est l'aire de la surface qui se trouve ici. Voilà, c'est cette aire-là. Alors, pour trouver l'aire de cette surface-là, ben, je peux faire la grande surface verte, c'est-à-dire tout ça. Voilà, et ça correspond à P de X inférieur à 0,49. Je fais la grande surface verte. Mais je retire la surface que je vais vous assurer en noir. Ici, j'espère que vous me comprenez. Je vais retirer cette surface-là. C'est-à-dire, je vais retirer P de X inférieur à 0,36. Voilà, la surface bleue au départ, hein, celle qui est entre 0,36 et 0,39, bah, pour la retrouver, je fais la grande surface verte moins la surface que j'assurais. Je fais donc P de X inférieur à 0,49 moins P de X inférieur à 0,36. J'ai dit inférieur ou égal d'ailleurs, comme ça, aucune importance. J'ai dit X aussi, bon c'est T, mais que ce soit strictement inférieur ou inférieur ou égal, ça ne change pas. T suit la loi normale centrale réduite qui est continue une fois de plus. Alors maintenant, je me retrouve avec deux probabilités du type P de t inférieur ou égal. Eh bien, je peux utiliser le tableau. Alors on y va. Pour P de t inférieur ou égal à 0,49, c'est 0,4 plus 0,09. Donc ici, voilà, je croise et j'obtiens donc 0,6879. Voilà, je vais mettre en dessous. Ici, j'ai 0,6879. Voilà. Moins. Et P de t inférieur à 0,36. Et bien allez, j'efface ça. Et le 0,36, c'est 0,3 ou 0,30 plus 0,06. Je croise pour trouver 0,6406. Voilà, je surligne ici. J'ai plus qu'à terminer ma soustraction et c'est fait. Ça, je vous laisse faire pour le résultat.
Voilà. Alors, on pourra faire plein d'autres exemples. Là, j'en ai fait 4. Allez, je vous propose une cinquième. Je n'avais pas pensé à la faire dans cette vidéo, mais je vais la faire. Si je vous demande, je dis n'importe quoi, P de X, allez, P de, ou T plutôt, P de T supérieur à 0,3. Je fais vraiment n'importe quoi. Allez, un exemple, je vais l'écrire en dessous. P de T supérieur à, pas 0,3, moins 0,3. Voilà, P de T supérieur à moins 0,3. On va essayer. Le tableau n'est pas capable de nous donner le résultat directement. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, peut-être utiliser les formules du cours. Et notamment la formule, je vais reprendre le cours. Voilà, ça s'affiche. Le P de X ici, je vais surligner, allez, en gris, ou en en gris ce qui m'intéresse, c'est peut-être cette formule-là qui m'intéresse. Le P de X inférieur à moins U est égal à P de X supérieur à U. Et bien, on peut peut-être appliquer cette formule-là. Et bien, dans ce cas, si je l'applique, allez, je retourne mon tableau, j'ai P de X supérieur à moins 0,3. Ah, dans mon cours, c'était P de X inférieur à moins 0,3. Ben, je vais déjà commencer par prendre l'événement contraire. Ça va faire 1 moins P de T inférieur ou égal à moins 0,3. Et encore une fois, le inférieur ou égal ou inférieur strict, ça n'a pas d'importance. Donc je passe par l'événement contraire. Voilà. Maintenant, je peux utiliser la formule du cours. Je rappelle, P de X ici inférieur à moins U est égal à P de X supérieur à U. Donc ça va faire 1 moins P de T supérieur à 0,3. Par exemple, il y avait d'autres possibilités, hein, même plus simples, il faut tout dire. Et puis le P de T supérieur à 0,3, alors moi dans mon tableau c'est plutôt inférieur que je veux. Eh bien pas de souci, je repasse par l'événement contraire, ça fait 1 moins, et là je passe par l'événement contraire, 1 moins P de T inférieur à 0,3. Je vais tout compléter comme ceci, je vais effacer mon graphique. Ce qui fait P de T après calcul inférieur à 0,3. Voilà. Allez, petite remarque. Je m'attarde un peu, la vidéo est finie. Hein. On peut s'arrêter là, mais j'aurais pu le faire directement en prenant une propriété qui n'est peut-être pas directement dans le cours. Si je refais la courbe de Gauss, voilà, la courbe de Gauss, je vais mettre U et moins U. Donc je vais mettre un... Voilà, bon, à peu près symétrique normalement. J'ai moins U et U. Ou plutôt, je vais mettre moins 0,3 ici. Et 0,3 ici. Donc moins 0,3 ici et 0,3 ici. Je voulais au départ P de T supérieur à moins 0,3, c'est-à-dire que je voulais l'aire de cette surface-là. Je vais grossir un peu, il faut que voilà, je puisse tout prendre. Voilà, je voulais l'aire de toute la surface qui va vers la droite. Voilà, c'est ça que je voulais au départ, hein, P de X supérieur à moins 0,3. Voilà. Ben, en fait, par symétrie, l'aire que j'ai assuré en vert, et ben par symétrie, c'est la même chose que l'aire que je vais vous faire cette fois-ci en quoi allez, en noir. Ben, c'est la même chose que cette aire-là. Voilà, vraiment par symétrie. Et donc c'est la même chose que P de X inférieur à 0,3. Donc vous voyez tout ça pour dire que graphiquement, j'étais peut-être pas obligé de faire toutes les étapes de calcul. On aurait pu tout de suite dire que P de T supérieur à moins 0,3 est égal à P de T inférieur à 0,3. C'est aussi une formule du cours d'ailleurs. Enfin, que je n'ai pas marqué, mais on peut utiliser cette formule-là. Donc le graphique vraiment nous aide. Il faut bien savoir utiliser le graphique et le fait que la courbe de la fonction de densité ici est symétrique par rapport à l'axe de ordonnée, parce que le graphique nous permet de trouver plein de propriétés sans forcément les connaître par cœur comme une récitation. Donc pour finir quand même cette vidéo, j'ai fini, hein, P de X inférieur à 0,3. Allez, je prends le tableau.
Donc 0,3 c'est 0,3 plus 0,0. Voilà, c'est ça et ça. C'est-à-dire 0,6179. Voilà. Et je m'arrête là. La première partie de ce paragraphe sur la loi normale centrée réduite est finie. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du théorème de Moivre-Laplace.